Salut à tous, c'est Johan. Avant de commencer le podcast, petit appel à l'action. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître en taguant le compte du podcast ou ses intervenants, que ce soit Mathieu, Manu ou Johan, et également lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówi Paulo Souza. Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série, un épisode hors série différent d'habitude, un épisode hors série spécial Japon, spécial Górnik Zabrze. Et aujourd'hui, j'ai viré l'équipe habituelle et j'ai embauché 3 nouveaux consultants. Il nous vient du Japon, il habite en Allemagne, c'est Gotha, @Gotha_44 sur Twitter. Gotha, comment ça va? Ah, je vais super bien, merci. Ça me fait trop plaisir d'être ici. Et mon second invité habite à Zabrze. Vous le connaissez sans doute si vous suivez le foot polonais sur Twitter. C'est Maël, @GórnikZabrzeFR sur Twitter. Maël, comment ça va? Ça va super. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Et enfin, mon dernier invité est en ce moment à Singapour où il est très très tard. Donc on le remercie une nouvelle fois d'être parmi nous. C'est Kylian, @KylianBSSN sur Twitter. Kylian, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Très content d'être là. Ça fait plaisir. Et donc, on va démarrer. Je vais vous demander tout simplement de vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Gotha, donc tu m'avais contacté à l'époque pour savoir si on allait parler de Urawa, ce qui m'a fait penser donc à cet épisode spécial. Et donc, en fait, je voulais tout simplement que tu parles un peu de toi, que tu nous dises ce que tu fais et pourquoi cette passion pour les Urawa Red Diamonds. Ah oui, oui. D'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je suis un grand fan de la Wallet, Urawa Red Diamonds. Depuis ma naissance, comme j'ai grandi dans la ville de Urawa à partir de mes 6 ans. Et en fait, j'ai passé 2 ans en France pour mon master et c'est pourquoi je parle un peu français. Et je suis actuellement en doctorat d'informatique en Allemagne. Et avant, je ne me sentais pas vraiment attaché au football polonais, mais il y a plusieurs aspects du football polonais qui m'intéressent. D'abord, le Japon et la Pologne se sont affrontés lors de la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et Urawa, on parlait sans aucun doute, mais a eu euh, nouvel entraîneur, Maciej Skoja, et d'autres adjoints, Rafael Janas, Wojtek Makowski et Wojtek Ignatius aussi. Et on a eu aussi un joueur on avait beaucoup d'espoir, Takafumi Akahoshi, il y a une dizaine d'années, je crois. Donc, j'aime bien euh, parler du football polonais en liaison de J-League ou la Wallet. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, encore, ça me fait plaisir d'être ici. Plaisir partagé. Et Kylian, toi, tu as une passion pour le Japon et le championnat polonais, ce qui, euh, j'avoue que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a une telle passion, en tout cas en semblant français, en tout cas. Je sais pas de quelle nationalité, mais tu sembles français. Donc, est-ce que tu Oui, veux oui, nous je suis parler de français. ça? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Vas-y, parle-nous de ça, présente-toi. Du coup, moi, je m'appelle Kylian, je suis étudiant en géologie, donc rien à voir avec le foot, et que j'habite à Saint-Étienne. Et donc, je suis passionné depuis 2018 par le foot japonais. Avant ça, je suivais déjà le foot saoudien et le foot chinois. Et du coup, je me suis intéressé au foot japonais. Je suis supporter du Vissel Kobe. Et donc voilà, à force de regarder les matchs du Vissel Kobe, j'ai commencé à m'intéresser du coup à la sélection japonaise et puis de fil en aiguille aux joueurs japonais. Donc maintenant, je suis pas mal d'autres championnats asiatiques aussi, notamment Singapour, en partie pour ça que j'y suis actuellement. Et voilà. Et puis sinon, du coup, j'écris pour deux sites, Lucarno Posé, que vous connaissez certainement,
et Fausse Touche, que vous connaissez un peu moins, qui est un petit site qui est très axé sur le social dans le football, on va dire. Voilà. Et du coup, je me suis intéressé au football polonais parce qu'il y a de plus en plus de joueurs japonais qui partent en Pologne ces dernières années, notamment avec Takuto Oshima, que j'aime vraiment beaucoup, et puis les Japonais du Gornik aussi. Et donc, Maël, qui est très actif sur Twitter par rapport au Górnik Zabrze, est-ce que tu veux nous présenter ta passion pour cette équipe? Ouais, donc moi je m'appelle Maël. J'habite à Zabrze, ce qui facilite énormément du coup l'actualité un petit peu du compte Twitter. Et je suis, on va dire, le club. Alors, depuis tout petit, je suis supporter, mais je le suis vraiment depuis 2, 3 ans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer le compte Górnik Zabrze France, où je relais un petit peu l'actualité, les résultats et les transferts, ce qu'il y a de plus excitant dans le football. Ok. Et j'ai juste une question additionnelle pour Kylian, du coup, parce que tu as dit que tu étais supporter du Vissel Kobe, c'est par rapport à... tu as commencé avec Iniesta ou c'est Iniesta C'est qui a ça. rejoint Vissel? Ouais, Comme, d'accord. comme beaucoup, ouais, c'est ça, en 2018. J'ai commencé, enfin, du coup, avec Iniesta. Et là, maintenant, je suis content qu'il s'en aille, on va dire, pour plusieurs raisons, notamment le fait que le club, on n'est pas là pour parler de Kobe, mais le club va pas très bien financièrement, en partie à cause d'Iniesta. Donc voilà. Bref, voilà. Ok. Donc c'est oui, mais c'est du coup, grâce à Iniesta que j'ai commencé à suivre, effectivement. Ok, bah, c'est génial. Encore une fois, merci les gars d'être là. Je vous propose qu'on passe directement au premier sujet, qui est donc, comme j'ai expliqué au début, Gotha, tu m'avais contacté par rapport au fait que Skorj avait rejoint les Urawa Red Diamonds. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, il y a eu la finale de Asian Champions League. Urawa a affronté Al Hilal, voilà. Donc Urawa a affronté Al Hilal et à la surprise générale, Urawa est sorti vainqueur. Match nul un partout à l'aller et victoire 1-0 au retour dans un stade, c'est le Saitama Stadium, je crois qu'on dit. Oui, 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 Euh, c'est Ouais, ça. c'est ça. ouais, de la province de Saitama, si j'ai bien compris, rien à voir avec le héros de One Punch Man. Mais Ouais, un stade en fusion. peut-être, ouais, ça a quelques rapports avec, ouais, parce que Saitama, c'est pas vraiment une ville très, très populaire. C'est oui, banlieue de Tokyo, mais bah, c'était une ville dont on se moquait un peu euh, avant, avant euh, qu'on a eu Urawa Red Diamonds à Saitama, mais oui. Donc, Ah, ok. ouais, ouais. Et donc, pour les gens qui ont vu les vidéos, un stade Saitama en feu, j'ai rarement vu ça. Personnellement, l'ambiance était merveilleuse et les tifos étaient magnifiques. Donc, j'ai vu que le match retour. Et du coup, puisque je sais que vous êtes au moins deux à avoir vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette double confrontation? Moi, j'ai trouvé Urawa très très dominé, mais finalement un peu comme un cliché, la discipline japonaise qui a fait la différence, malgré le fait que ils sont entraînés par un Polonais quoi. Et Gotha, comment t'as vécu ça? En fait, j'étais en Arabie Saoudite pour le match aller. Avant le match, j'avais pensé que ça serait un match très difficile affronter à Al Hilal et tout ça. Mais oui, on a très bien fait défensivement et on a eu un peu de la chance pour le match au retour. Mais oui, bah, on peut dire que sans Scotia, on pourrait pas faire cette réussite. Donc, beaucoup de gens remercient Scotia. Ah ouais, Beaucoup de d'accord, ok. fans, Je oui, le voyais pas comme voilà, ça. oui. Oui, il remercie l'entraîneur polonais, alors il pense que c'est Oui, grâce à lui. Ah ok. oui, 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 vraiment grâce à lui. Donc, euh, surtout, depuis 10 ans comme ça, on était pas mal fort à, à la Ligue, donc J-League, mais on n'était pas très, très fort dans la compétition dans la Coupe, donc la Coupe de la Ligue et tout ça. Et avec l'entraîneur espagnol qui a été le coach euh, la saison dernière, on pouvait gagner la compétition, mais
beaucoup de gens ils ont cru que ce serait un peu difficile. Et Scotia a fait ça avec en si peu de temps depuis le début de son contrat, avec trois attaquants partis dont l'un a quitté pendant le camp de pré-saison, je crois. En tout cas, pendant la préparation de la saison. Et avec seulement un but encaissé en 2 jeux contre Al Hilal, qui est vraiment puissant en attaque. Donc, oui, on peut dire que c'était grâce à Skodja et deux très bons défendeurs à Urawa. Ok. Et toi, Oui. Kylian, je suppose que tu as vu le match aussi, en fan du foot japonais? Oui, bien évidemment. En fan du foot asiatique même. J'avoue que j'étais vraiment surpris de voir Urawa s'imposer parce que je suis le football saoudien pas mal et vraiment Al Hilal c'était l'équipe qui dominait l'Asie. En demi-finale, Al Hilal ils avaient mis 7-0 à Al Duhail qui est le meilleur club qatari. Donc ça posait les bases à ce niveau-là. Et pourtant, c'est vrai que je suis d'accord avec Gotha sur le fait que Skorsa a, je sais pas comment, je suis désolé pour la prononciation, hein, mais que l'entraîneur polonais qui arrive à Urawa a fait beaucoup. Urawa a retrouvé énormément de stabilité défensive, d'efficacité défensive. Et dans ce genre de compétition, dans ce genre de finale, ça compte énormément. Et, il faut un gros collectif, une défense bien en place. Et c'était une qualité que était censé avoir Al Hilal, mais Kurawa a eu plus, a été plus efficace à ce niveau-là. Et c'est ce qui a vraiment fait la différence. Donc, je suis d'accord. Je pense qu'avec Ricardo Rodriguez, l'ancien coach, ça aurait été compliqué, je pense, de gagner. Donc voilà, je rejoins Gotha à ce niveau-là. Et puis voilà, je pense que Scorsa a vraiment sa part de responsabilité dans la victoire. Et oui, effectivement, avec le secteur offensif assez peu fourni, il a quand même réussi à marquer 2 buts à la défense d'Al Hilal, qui est quand même très, très, très solide. Donc, non, franchement, il a fait du très bon travail à ce niveau-là. Ouais, donc moi j'étais personnellement assez surpris parce que Skoja en Pologne et Johan, notre fan de l'Air Poznań, dit souvent en fait que Skoja c'est plutôt le beau jeu et Mathieu aussi qui suit le championnat polonais depuis très longtemps nous rappelle que Skoja c'est pas les en général sa marque de fabrique c'est plutôt le beau jeu. Donc, quand moi j'ai vu arriver cette équipe saoudienne, je me suis dit Al Hilal va se faire Urawa va se faire défoncer parce que je voyais Skoja ouvrir le jeu, etc. Et j'ai jamais vu un match de championnat japonais de ma vie. Donc, pour être très clair, donc je suis arrivé un peu avec des préjugés quoi sur ce match et j'ai vu donc effectivement cette équipe japonaise super disciplinée avec j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est le milieu de terrain, je crois que c'était le numéro 3, un grand élancé, ou peut-être le 14, je sais plus, qui était extrêmement bon avec le ballon, qui a colmaté énormément de brèches sans ballon. Les deux arrières centraux, qui pour le coup, eux, ne sont pas japonais, c'est un Norvégien et un Danois de mémoire, ils ont tout pris, tout simplement. Je sais pas si Kylian, ouais, tu veux Ouais, compléter? ouais, c'est ça. C'était ouais, Alexander Scholz, qui est danois, et Marcus Høybråten, qui est norvégien. Là, Ouais. franchement, oui, ils ont vraiment été bons. Je pense que tu parles je pense, il me semble, Satsuki Ito que tu parles. J'ai un doute, mais ça doit être Oui, lui. Probablement, ouais. Du milieu, oui, numéro 3 qui. c'est. Oui, désolé. Oui, numéro 3 Oui, non, c'est non, pas de problème. Atsukito. Oui. Ouais, Et numéro bah 14, c'est ça. c'est Kine Takahiro. Takahiro Voilà, Sato. je me suis mis Ouais, la compo sous les yeux, je pense que c'est lui, ouais, je pense que c'est le 3 que j'avais trouvé vraiment excellent, ouais, quoi. bah. Et que je me suis dit, ce mec-là, il va pas rester au Japon, quoi. Et donc ouais, pour les Français qui suivent, ils sauront que le capitaine de cette équipe, c'est Hiroki Sakai, qui est toujours là. Je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 35 ans bien tassé là maintenant. Et ouais, franchement, c'était vraiment génial. Comme je l'ai déjà dit, un stade en fusion. Alors je sais qu'officiellement, Urawa était marqué en 4-2-3-1, mais moi sur la pelouse, je les ai plutôt vus en 4-4-2 pour être honnête. Parce que tout simplement aussi, je pense que c'est le format, le schéma de jeu le plus facile à implémenter pour un coach. Parce que comme j'ai déjà dit sur le podcast, tous les joueurs marchent par paire. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, à faire, notamment pour tout ce qui est défense, etc. Donc, c'était super intéressant. Et puis, donc, à la fin, ben, finalement, on peut le dire, un entraîneur polonais qui gagne une coupe, une Champions League, même si c'est la Asian Champions League. Euh, je voulais qu'on parle donc de ce que Skoja a apporté à Urawa,
parce qu'il me semble que justement cette coupe, tu l'as déjà mentionné, Gotha, mais elle est arrivée très très tôt dans le calendrier japonais. Je crois qu'elle est arrivée au bout du troisième match, le match retour, quelque chose comme ça. Et il faut que ce soit extrêmement rapide pour un entraîneur pour marquer sa patte. Et donc, comment il est vu, ce Koja, au Japon? Tu en as déjà un peu parlé. Comment il est vu? Qu'est-ce qu'il a apporté à cette équipe des Urawa Red Diamonds? Oui, il faudrait parler de l'histoire de là-bas, peut tout expliquer, mais on n'a peut-être pas assez du temps. Mais bref, brièvement, les deux premiers, donc, d'abord, je parle un peu de euh, Champions League, mais les deux premiers étaient les signes de la fin de période grande période, tandis que cette fois, c'était plutôt le début d'une période de réussie, du moins j'espère. Et ce qu'a apporté Skoja au Japon, ou à Ulawaret, il a, on a eu déjà avec l'entraîneur précédent, donc Rodriguez, on a su comment faire le build-up et tout ça un peu logiquement, mais on n'a pas vraiment su comment comment attaquer vite et tout ça. Et en fait, c'est ce que la Valley Diamonds voulait faire euh, depuis un projet qui s'appelle projet de 3 ans et quelque chose comme ça à partir de 2020. C'est un modèle de jeu défini par le club qui ressemble au style qu'ils avaient en 2006 lorsqu'ils étaient excellents en compétition. Donc, défendre euh, très fort et attaquer très vite. Et c'est une idée comme ça. Et donc, Scotia a permis de réaliser le, le style. Et je pense que pour les premiers deux matchs, il a été un peu idéaliste de apporter son style de jeu. Et il n'a pas été très bien compris par les joueurs et tout ça pour les deux premiers matchs. Donc, on a les défaites, mais il a su s'adapter en fait, il a su être réaliste à son environnement et tout ça. Et oui, il nous a emporté beaucoup de victoires et points et possibilités de gagner les compétitions encore. Je pense on a la Ligue et la Ligue la Coupe de la Ligue et la Coupe de l'Empera une autre Champions League, AFC Champions League. Donc, c'est le style il nous a apporté, je pense. Donc, plutôt pragmatique en s'adaptant à la philosophie du club et ce qu'il voulait mettre en place, plutôt de continuer dans son dogme de beau jeu, quoi. Je connaissais pas idéal son style de jeu idéal. Donc, beaucoup de gens pensaient que son style était d'être réaliste plutôt que d'être de faire beau jeu. Mais c'est ça, en fait. Donc, c'est ce qui m'a surpris un peu. Ok. Et toi, Kylian, qui regarde beaucoup le championnat également, cette équipe de Urawa, tu la vois comment par rapport aux autres? Est-ce Bon, qu'ils sont bien identifiés dans le championnat?
En fait, cette équipe d'Urawa, moi je trouve que Scorsa, il a apporté une chose en plus par rapport à Rodriguez. Rodriguez, il avait posé les bases de son jeu. Urawa, ça jouait, mais ça manquait beaucoup d'efficacité, effectivement. Scorsa, je trouve peut-être, déjà, il se rapproche, oui, de l'ADN d'Urawa, et il a eu cette capacité de s'adapter selon les matchs. Enfin, je regarde pas tous les matchs d'Urawa, mais je vais prendre déjà un exemple match contre Kobe. Kobe qui était invaincu depuis le début de saison. Urawa a battu Kobe 1-0 en étant très défensif, très regroupé, très en place. Le style de Kobe qui est en de la transition rapide et dans des grands espaces. Là, s'est retrouvé face à des petits espaces, hein, rien pu faire. Et à côté de ça, il y a récemment, Urawa commence à marquer pas mal de buts, à proposer aussi du jeu, et ça dépense, ça réussit bien à s'adapter selon les clubs. Et au final, les résultats, c'est que Urawa actuellement est quatrième, et dans le wagon du coup de tête, dans le wagon des quatre qui peuvent prétendre à la victoire en championnat, donc avec Yokohama, Kobe et Nagoya. Urawa, du coup, a battu Kobe. Urawa a fait match nul contre Nagoya. Urawa a aussi réussi à battre Hiroshima, qui est en début de saison, qui en début de saison faisait partie, pardon, des prétendants au titre. Et donc, vraiment, je trouve qu'on ressent beaucoup d'adaptation quand même. Les principes sont les mêmes, mais il y a quand même une adaptation selon les matchs. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, bah, ça a fait ses preuves. Et c'est quelque chose que n'apportait pas Rodriguez. Après encore, j'ai pas vu tous les matchs, hein, mais il y a eu certaines défaites un peu problématiques, mais quand même globalement, je trouve que Scorsa amène vraiment cette adaptation qui manque à Urawa, qui pourra leur permettre du coup de gagner des titres, notamment en coupe où ils peuvent vraiment faire quelque chose. Voilà. Et je voulais aussi qu'on parle un petit peu de Kanté, qui est un attaquant assez connu en Pologne, on va dire, qui a fait quand même deux, trois bonnes saisons, et puis ensuite qui s'est un peu grillé à Legia où il a perdu confiance, et puis en plus, c'était pas une super année à Legia. Tout le monde pensait qu'ils allaient cartonner avec Carlitos, et puis finalement, les deux sont partis la saison suivante. José Kanté, moi j'étais un peu surpris parce que je l'ai vu arriver au Japon. Je me suis dit déjà, je savais pas ce qu'il allait faire là-bas. Je savais même pas qu'il y avait autant d'étrangers dans les équipes japonaises parce que rien qu'à Urawa, j'en ai noté 5, je crois au moins. Et du coup, José Kanté, comment il est vu dans cette équipe d'Urawa? Parce que je pensais donc qu'il allait arriver et puis peut-être apporter quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il est plutôt sur le banc, qu'il fait des rentrées par-ci par-là. Et j'ai vu qu'il a mis 3 buts en 11 matchs à peu près. Gotha, toi, tu suis l'équipe, donc t'en penses quoi? Je pense qu'on n'était pas très sûr quand il est arrivé à Urawa, mais surtout, je pense que au premier match ou quelque chose comme ça, il n'était pas très. Bah, il est pas. Je pense que c'était juste à- après son arrivée, mais il n'a pas pu bouger très vite. Mais je pense qu'il a montré que il est capable il est un très bon tireur, donc il peut tirer et Ouais, un bon tireur, ouais. Il fait de bonnes frappes. oh, ouais, 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 c'est ça. Il est pas mal discipliné de défendre aussi, donc et ouais, au Japon, il est physiquement très doué. Bah, maintenant, on commence à faire confiance à José Kanté, je crois. Donc toi, Kylian Kanté, tu le trouves à quel niveau par rapport aux autres attaquants du championnat? Bah, on va pas se mentir, pour l'instant, c'est pas incroyable. Après, le contexte est particulier quand même, parce que du coup, Kanté, ça, c'est un peu le panic buy d'Orawa, dans le sens où ils ont prêté Kaspar Juncker, du coup, à Nagoya. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et du coup, bah, il leur fallait un autre attaquant, parce que Shinzo Koroki, même si aussi intéressant soit-il, il a déjà 36 ans, donc il pourrait pas tenir tous les matchs. Du coup, ils ont cherché José Kanté. Donc déjà, on va dire qu'il est arrivé dans un contexte un peu spécial. Il est arrivé un peu après tout le monde. Et du coup, pour l'instant, c'est sûr qu'il est pas au niveau des meilleurs attaquants du championnat. Surtout que cette année, en plus, on a beaucoup d'attaquants qui performent. Et Anderson Lopez à Yokohama, Yuya Osako et Yoshinori Muto à Kobe. Bah, Yonker d'ailleurs qui performe beaucoup aussi à Nagoya. Du coup, c'est sûr qu'actuellement, il est encore loin du niveau
des meilleurs attaquants du championnat. Après, il a des qualités physiques très intéressantes, comme disait Gotha. Et s'il réussit à se faire davantage trouver pendant les matchs, qu'il réussit à être dans des meilleures positions, ça, on sent que c'est clairement un joueur qui peut planter pas mal parce qu'il est quand même assez, il a l'air quand même assez précis, on va dire. Donc, euh, donc voilà, j'attends de voir quand il sera. J'attends de voir encore dans quelques mois. Ils auront laissé encore le temps de bien s'adapter au championnat parce que réussir dans le championnat japonais en tant qu'attaquant, c'est parfois assez particulier. Il y en a pas mal qui se sont enfin pas brûlés les ailes, mais il y en a pas mal qui ont échoué, on va dire, alors qu'ils sont arrivés pourtant plein de promesses. Voilà. C'est rigolo parce que le descriptif que vous me faites de Kanté, en fait, c'est exactement le même descriptif que me faisaient mes potes qui suivent le foot polonais ici au Royaume-Uni. Quand Kanté a signé à Lega, à Legia, ils m'ont dit Oh, It's gonna be lethal. Donc en anglais, ça veut dire genre il va lui en falloir que une pour la mettre au fond. Et puis en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un effectivement qui a beaucoup de qualité mais il lui manque un petit peu, je sais pas, peut-être une petite intelligence de jeu ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai vu faire des choses sur la pelouse de Lega. J'ai jamais compris pourquoi il a fait ça, mais euh, donc j'espère qu'il va s'adapter vraiment au championnat japonais. Mais pour l'instant, de ce que vous dites, malheureusement, je suis pas vraiment surpris, quoi. C'est un peu le style du gars, c'est-à-dire qu'il va pas lui en falloir 50 pour la mettre. Et d'un autre côté, des fois, il va avoir du mal à comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse sur la pelouse pour arriver à performer. Du coup, ben, comme je connais pas du tout le championnat japonais, et je pense que nos auditeurs le connaissent pas, est-ce que vous avez comme ça, puisque on va ensuite passer sur la deuxième partie, c'est-à-dire les Japonais en Pologne, et on a vu que ça marchait bien, est-ce que vous avez comme ça deux, trois joueurs à suivre qui pourraient être intéressants pour un championnat, on va dire, moins fort que le top 7-8 européen, mais qui peut leur permettre de se développer pour ensuite, ben justement, rejoindre ces top championnats européens? Bah, du coup, j'ai préparé, du coup, tout à l'heure, j'ai préparé une petite liste. Je me suis posé un peu devant, et j'ai réfléchi. Alors, je pense qu'en fait, des joueurs de J1, il y en a assez peu qui partirent en Pologne à l'heure actuelle, parce que maintenant, il y a beaucoup de joueurs de J1 qui partent pour des championnats, on va dire, du top 7. C'est pas faire offense, je pense, au championnat polonais, mais disons que même un joueur comme Machino, par exemple, qui était vraiment la star de J1 cette année, qui part au Holstein Kiel, en deuxième division allemande. Mais du coup, je vois pas trop de joueurs de J1 partir en Pologne. Par contre, des joueurs de J2, pour faire comme Okunoki, là, par contre, il y a des possibilités. Du coup, j'ai réfléchi un peu. Et du coup, en quelques noms que j'ai, notamment, il y en a un s'appelle Tojiro Kubo. Donc, rien à voir avec le joueur de la Real Sociedad, qui est un joueur qui a percé, on va dire, un peu tardivement. Donc, l'an dernier, dans son club au Fujiyada MYFC, en troisième division japonaise, qui est monté du coup en deuxième division cette année avec son club et qui est en train de tout exploser en J2. Sauf que, on pourrait se dire, il va partir en J1, en première division japonaise, voilà. Sauf que, faut savoir il y a assez peu de joueurs, on va dire. C'est le paradoxe du football japonais. C'est-à-dire qu'en fait, la première division et la deuxième division sont assez proches de niveau, genre plus proches que la Ligue 1 et la Ligue 2, par exemple, le sont ensemble. Par contre, il y a assez peu de joueurs qui font J2, J1. Et donc, c'est un genre de joueur qui pourrait passer sa carrière en J2. Du coup, je me dis pourquoi pas tenter la Pologne pour lui parce qu'il est vraiment talentueux. Et c'est pas non plus des clubs allemands, par exemple, qui iraient le chercher parce que ça reste un joueur assez méconnu. Donc, j'avais Tojiro Kubo, du coup, qui est un milieu droit très technique, qui a 8 passes décisives cette saison, pour l'instant en une demi-saison, qui est un excellent centreur. Et du coup, j'avais noté aussi d'autres joueurs. J'ai noté Shunsuke Nishikubo, qui est un latéral assez jeune, qui joue au JEF United, un ancien grand club japonais, qui est en deuxième division aussi, qui est international espoir, il me semble, et qui paraît qui risque peut-être pas forcément tout de suite de pouvoir aller en J1, et du coup, qui pourrait très bien percer en Pologne. En plus, latéraux japonais, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, on va dire. Donc lui, ça pourrait être un pari intéressant pour lui. Et voilà, après, voilà. Faut vraiment que, alors peut-être la J2, c'est pas sexy sur le papier, on va dire, mais il faut vraiment se dire que la J2, c'est beaucoup plus proche de la J1 que ce que les gens pensent. Surtout ces dernières années, il y a le niveau entre les divisions japonaises tendance à se resserrer un peu. Donc ça serait des coups à tenter. Et puis pour les clubs polonais, ça coûterait quasiment rien, quoi. Parce que
c'est pas des joueurs qui sont très valorisés, qui n'ont pas une grosse valeur marchande, enfin, voilà, une grosse valeur d'achat. Ouais, et puis je pense, voilà, pas très loin de chez moi, puisque j'habite à Édimbourg, donc pas très loin de chez moi, il y a Celtic Glasgow, et Celtic, évidemment, ça doit te parler, puisqu'ils en ont trois ou Ah bah quatre. Ils oui. en ont trois japonais et un coréen, je pense. Donc Ils ont c'est quatre japonais. quatre japonais, ouais, donc c'est une Non, vraie réussite, quoi. cinq japonais, mais Atate va Ils en sûrement ont encore partir. acheté. Donc, ouais, ouais, ils en ont recruté deux au mercato d'hiver, dont un défenseur Ah qui ouais. joue à Kobe. Voilà. Kobayashi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, c'est une vraie réussite et je trouve ça vachement intéressant parce qu'effectivement, le Japon, il y a encore quelques années, justement, c'était plus l'endroit où Iniesta est parti et puis bon, les mecs ils font leur schmilblick dans leur coin, quoi. Alors que qu'on a un bon exemple cette année avec la Pologne de recrutement super intéressant puisqu'on a quatre joueurs, Yokota et Okunuki à Zabrze, et on va en parler dans un instant. On a aussi Hinokyo qui est à Zagłębie Lubin, prêté à Stal Mielec pour sa deuxième partie de saison, dont on avait déjà parlé sur le podcast. Et on a aussi Oshima qui joue à Cracovia, que personnellement j'aime beaucoup et j'avais espéré voir rejoindre le Legia, mais c'était peut-être pas dans les moyens de Legia. Donc Yokota et Okunuki. Okunuki qui vient de J2, comme tu l'as déjà mentionné. Yokota qui arrive de Lettonie par je ne sais quel miracle. Mais Maël, est-ce que tu veux nous raconter en quelques minutes la saison de Gournik, comment ça s'est déroulé, l'arrivée des deux Japonais et ce qu'ils ont apporté au club des Algés? Ouais, ouais. Alors déjà, ça s'est fait en deux temps parce que Yokota et Okunuki sont pas arrivés en même temps. T'as justement Okunuki qui vient au mercato d'été et t'as Yokota qui vient au mercato d'hiver. Donc, alors, je suis très curieux justement de ce que Kylian peut dire sur Okunuki, parce que je sais que je me rappelle que tu m'avais envoyé un message sur Twitter en mode est-ce que tu te régales avec Okunuki? Je t'ai dit que bah non. Et mais ouais, il y avait un gros, on va dire un moment très difficile au début. Après, c'est normal. Tu changes donc de pays. En plus, tu arrives en prêt. Okunuki, il est arrivé en prêt. Et du coup, ouais, le début difficile. Le milieu de saison, je pense que l'arrivée de Yokota lui a fait du bien. Euh, donc, ouais, pour moi, c'est assez mitigé. Okunuki, après, ça fait partie, alors je vais pas dire le meilleur dribbleur, mais top 3 facile des meilleurs dribbleurs. Yokota, c'est quel joueur? Quel joueur qui arrive justement, tu l'as dit, qui vient donc de Lettonie. Lui, il a été acheté, je crois, pour 300K, mais à mon avis, il y a des bonus parce que c'est impossible qu'on l'ait acheté si peu. Mais ouais, c'est deux joueurs intéressants. Donc là, on vient de perdre Okunuki, qui a signé en Allemagne, à À Nuremberg. Nuremberg, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est la deuxième ligue ou la troisième. Alors ça, aucune Deuxième. idée. Deuxième. Deuxième. Donc ça, c'est une vraie perte, honnêtement, parce que un joueur de ce niveau-là à Zabrze, ça fait longtemps. Alors c'est un petit peu, je me contredis un petit peu, mais en fait, je pense que je m'attendais à plus de lui. Mais comparé à ce qu'on a pu avoir, alors Novak, je l'adore, mais bon, c'est pas la même qualité de dribble. On a joué avec Olkowski, Dadok, c'est pas le même niveau. Et puis, du coup, il nous reste le petit Yokota tout seul maintenant. Est-ce que tu es d'accord? Parce que c'est un débat qu'on a eu sur le podcast, sur les épisodes précédents, notamment quand on a refait un peu la saison de... Enfin, pas refait la saison, mais quand on a parlé des transferts en Extraclassa, certains transferts. Et moi, je prenais le parti de dire que la remontée incroyable de Gournik était due aux arrivées de Rasak en numéro 6 et Yokota en numéro 10. Oui, Et complètement. ouais, je trouve que Yokota a changé la face de l'équipe parce qu'il joue tellement simple, en fait, il est toujours au bon endroit, même s'il marque pas assez de buts. Ça, Ouais, on peut en débattre. Mais du coup, ouais, la première partie de saison de Gournik, pas géniale, hein, on va pas se mentir. à chier. Voilà. Je crois qu'à l'arrivée de Urban, ils étaient 13e ou 14e sur 18. Ouais, il me C'était une semble. catastrophe. Et puis l'arrivée de Urban a coïncidé, et encore une fois, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que j'ai vu, l'arrivée de Urban a coïncidé avec un mercato d'hiver réussi.
Et donc, c'est arrivé de Yokota. Et puis, en deuxième partie de saison, alors moi, mon avis diffère un peu du tien par rapport à Okunuki parce que moi, j'avais aucune attente sur ce mec, je le connaissais pas. Ok. Euh, un mec qui arrive de J2, je t'avoue, je me dis, ok, donc ça, c'est un transfert à la polonaise, quoi. Les mecs, ils ont fait croquer un gars et tout ça. Bref, moi, je l'ai vu comme ça, tu vois. Je me suis dit, ok, on envoie 10 comme ça par an. Puis j'ai vu les matchs. Et pas la première partie de saison, parce que la première partie de saison, Gournik était quand même vraiment pas génial, quoi. Mais la deuxième partie de saison, quand Yokota est arrivé et qu'ils ont commencé à combiner avec Okunuki qui était sur la gauche et qui rentrait sur son pied droit, et puis Yokota qui était au milieu, limite, j'avais l'impression, il n'y avait même pas besoin d'ailier droit, en fait. Parce que les mecs, ils faisaient tout seuls. C'était incroyable. Et donc, Gournik a gagné, je crois, 8 matchs d'affilée et qui finalement est remonté jusqu'à la cinquième place du championnat polonais. Ouais, alors si tu veux, je peux revenir brièvement Ouais, sur le ouais, début de vas-y, ouais. saison. Donc ouais, donc déjà les deux premiers matchs, on enchaîne par des défaites, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc alors de base, on commence la saison avec Bartosz Gol, donc il y a un jeune entraîneur qui avait entraîné, il me semble, à Mayence chez les jeunes. Euh, et du coup, voilà, bon, les deux premiers matchs, bon, tranquille. Donc après, on enchaîne par une victoire. Après, c'est des résultats en cascade. C'est simple, on fait 25 matchs avec goal pour 28 points. Donc il est licencié après une victoire incroyable face à Poits, donc de résultat 3-2, il me semble. Et donc là, on est à la 15e, 16e place, comme tu l'as dit. Et donc, tu as Urban qui revient. Et Urban, il enchaîne par deux défaites. Et après, il fait une série de 8 matchs sans défaite. Donc, tu as donc, deux nuls. Et sinon, c'est que des victoires. Ouais. Euh, Après, ouais, concernant Okunuki, en fait, peut-être qu'on avait des attentes, les supporters avaient des attentes, parce qu'il y avait beaucoup d'avis sur Twitter, des vidéos. Et donc, tu avais vraiment, même si c'est un petit peu compliqué de regarder des highlights, mais tu avais la qualité justement d'Okunuki. Comme tu l'as dit, le duo Okunuki-Yokota, bah, ça s'est trouvé parfaitement, ça jouait vraiment bien. Euh, Après, je crois que Yokota a pris la place d'Okonuki. Après, pour différentes raisons, je sais pas pourquoi. Urban a plus misé sur Yokota après. Mais ouais, ouais, c'est une saison, on va dire, compliquée et ça fait un bien fou, comme tu l'as dit, Razak. Je pense que Razak, c'est vraiment le transfert hivernal qui nous a sauvé le cul parce qu'il est vraiment arrivé avec une rage, avec une hargne, avec un caractère de vainqueur. Et je pense que c'est ce qui manquait énormément. Après, est-ce que le mercato hivernal est bon? Bah, je peux te citer donc Yokota, le retour de Sekulic, qui a vraiment garanti une belle protection sur donc la partie droite. Euh, Après, donc, tu as Razak. Après, on a un attaquant, je sais pas pourquoi il est venu, mais c'est Anthony van der Urk, donc prêté. Ça, transfert inutile. Mais on a eu de bons transferts comme de mauvais transferts. Mais bon, ça, c'est partout. Oui, c'est sûr. Et toi, Kylian, donc mais j'apprends là, j'étais pas au courant que vous vous parliez en privé et que tu lui avais vendu Okunuki à Maël. Du coup, est-ce que tu avais déjà, qu'est-ce que tu penses des quatre japonais? Donc, je les recite, hein, Yokota et Okunuki pour Gurnik, mais il y a aussi Inokyo qui actuellement est en prêt à Stal depuis Zagłębie et Oshima à Cracovia. Qu'est-ce que tu penses de ces quatre Japs? Toi, de ce que tu avais vu, est-ce que tu sentais qu'ils allaient réussir ou est-ce que tu avais des doutes? Et est-ce qu'ils montrent en fait les qualités que tu leur avais vues au Japon? Bah déjà, j'en vois que déjà du coup pour Yokota, bah c'était en Lettonie. Disons que genre, j'avais fini par entendre ses performances et tout, parce que j'avoue que je suivais pas le championnat letton. Et quand j'ai vu un peu du coup ce qu'il faisait et tout, je me suis dit que bah, pourquoi pas il pourrait réussir en Pologne. Après, vu que je connaissais pas énormément le joueur, j'avoue que j'en attendais j'en attendais un peu, mais pas tant que ça non plus. Donc j'ai quand même été vraiment agréablement surpris de ce qu'il réussissait à faire. Inokyo, j'avoue que je connaissais pas énormément le joueur, mais bon, voilà, plutôt satisfait, mais bon, sans plus. Par contre, Okunuki, que j'attendais pas mal, que la Pologne a réussi à sauver de son club formateur, j'ai envie de dire, parce que là, Okunuki il était prêté du coup par Omiya, qui est d'ailleurs
l'ancien, enfin le rival d'Urawa en théorie, mais bon, Omiya c'est un club historique, mais qui est très très mal, on va dire actuellement, là qui est dernier en ce moment de J2, donc c'est compliqué. Donc quelque part d'aller en Pologne, ça a pu un peu, je vais dire sauver, c'est un peu exagéré, mais ça a pu vraiment permettre à Okunoki de changer d'air. Donc je savais qu'il était bon. Après, c'est vrai qu'il a mis du temps à s'adapter, mais ça c'est normal parce que les exigences du championnat polonais n'ont absolument rien à voir avec celui de la deuxième division japonaise, ça c'est sûr. Mais voilà, et puis du coup pour finir par Oshima que je connaissais bien parce que j'adorais suivre ses matchs à Michalovce parce que dans la communauté on va dire de ceux qui suivent le football japonais, surtout les joueurs japonais, Oshima c'est un joueur qui a tendance à nous faire beaucoup rire on va dire parce que il casse totalement l'image des joueurs japonais habituels, l'image de joueurs très respectueux qui font jamais de fautes, qui font comme ça. Oshima, c'est quand il y va fort, hein. À Michalovce, chaque fois que je regarde un de ses matchs, il prenait un carton jaune. Mais bon, c'est un joueur qui va, qui va au combat, qui se bat pour récupérer des ballons, qui est un bon récupérateur, qui est adroit aussi pour utiliser le ballon. Donc, euh, c'est un joueur qui va réussir encore plus que maintenant, on va dire, à l'avenir, je pense, dans le championnat polonais. Enfin, je pense qu'il est vraiment taillé pour ce championnat et j'ai pas vu énormément de ses matchs, j'avoue, mais il a l'air de s'y plaire et voilà, je pense vraiment que moi c'était vraiment celui que j'attendais le plus, on va dire des quatre, parce que c'est celui que je connaissais le mieux. Voilà. Ouais, moi, j'étais tombé red dingue de Hiroshima au début du championnat parce que il avait quand tu regardais pas les matchs, il avait toujours un geste technique, un petit tricks comme ça qui passait et qui tournait sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, bon, je vais regarder quand même ce que ça donne parce que, ok, le mec, il fait des trucs de dingue sur une action, mais bon, concrètement, sur un match entier, on s'en fout, quoi. Et puis, en fait, comme tu dis, quoi, il est super bon, quoi. C'est le mec qui peut jouer numéro Mm. 6, il peut jouer numéro 8, super intéressant. Euh, Par contre, ils ont un point commun, les quatre, j'avais pas percuté avant qu'on en discute, mais effectivement, ça m'étonne pas que Yokota et Inokyo, tu les connaisses pas trop, parce qu'en fait, Yokota, il a quitté le club de Frontale quand il Oui, était encore Frontal Kawasaki. Ouais, ouais. Ouais, quand il était Il a en en fait, il a un 18. parcours chaotique, Yokota. Ouais, Il c'est n'a ça, pas ouais. été retenu du coup. En fait, au Japon, il y a pas de club, il y a pas d'équipe B. En fait, tu as une équipe U15 puis une équipe U18. Et à la fin de chaque promo U18, donc ceux qui ont 18 ans, soit ils sont pris par le club, soit ils partent en universitaire, c'est le cas de beaucoup, soit bah ils n'ont pas de club. Du coup, Yokota, quand il est terminé avec Kawasaki en U18, le club n'en a pas voulu, il n'a pas trouvé ou il n'a pas voulu du moins aller dans une université. Du coup, bah, il s'est retrouvé sans club. Il est parti en Allemagne je sais plus, je sais qu'il a été à Jena, il me semble, mais avant je me rappelle plus quel club c'était. Ah bon, à Francfort. Francfort, voilà. Et du coup, c'est vrai que il a un parcours un peu chaotique. Bah, c'est pareil pour Oshima, du coup. Et voilà, mais c'est effectivement. Donc, et Oshima, je suis tombé dessus d'ailleurs pour l'anecdote, parce que la chose qui a fait que je l'ai connu, c'est qu'il s'était en Slovaquie, il s'était battu avec Egi Maulana Vikri, qui est un joueur indonésien que je suivais déjà à l'époque et qui, pour le coup, donc vu qu'il y a peu d'Indonésiens et que je suis pas mal aussi les joueurs indonésiens, bah, ça m'avait permis de connaître Oshima comme ça. Et du coup après, bah, j'ai suivi et c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Je dois avouer aux auditeurs que là, je suis un peu dans un monde parallèle où j'entends des gens qui parlent d'équipes allemandes U19 avec des équipes slovaques qui rebondissent et je me dis, ah, mais en fait, les gens, quand ils nous écoutent, ils ressentent ça. Écoutez, des gens qui parlent de joueurs que tu connais pas sur des clubs que tu connais pas. Et, euh, et je te l'avoue que je trouve ça génial, en fait. Euh, du coup, ouais, Inokyo, même chose, en fait. Il est parti super jeune, je vois. Il est parti à Stomy Holstein en 2019. Et donc, il avait à peine 18 ans. Donc, je suppose que c'est un peu le même souci, quoi. Et est-ce que c'est dur, finalement, pour un joueur japonais de sortir de cette J-League, soit J1, soit J2? Est-ce que c'est dur, en fait, pour eux de sortir? Parce que j'ai l'impression que là, on a quatre parcours qui ont un peu ce point commun où c'est plus ou moins difficile d'aller les sortir du club dans lequel ils sont, ou alors il faut attendre une fin de contrat ou quelque chose comme ça. Bah, disons que la J-League, c'est quand même un certain cocon. Après, il y a de plus en plus de,
de joueurs qui en parlent, de plus en plus jeunes aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent quand même, enfin, en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de joueurs du coup qui sont pas acceptés dans les centres, enfin, qui terminent dans les centres de formation japonais, qui trouvent pas de club derrière, qui partent dans des championnats mineurs. Il y a des Japonais en D2 bosnienne, par exemple. Il y a des Japonais dans plein de championnats d'Europe, mais qu'on suit pas du tout. Et, et du coup, bah, quelque part, ces joueurs, ils sont obligés quelque part, ils sont obligés de soit partir du coup dans ces championnats mineurs européens, soit bah, ils trouvent un club au Japon, ce sera un club de J3, donc troisième division, un club de JFL, donc quatrième division. Donc, c'est des joueurs, on va dire, qui vont tenter leur chance plutôt que de rester au Japon. Donc, le principe, d'ailleurs, c'est des joueurs qui ont un assez gros mental quand même, parce que faut quand même avoir un bon mental pour quitter son pays de naissance et tout, pour partir dans un championnat d'Europe de l'Est où le jeu n'a absolument rien à voir avec tout ce que tu as pratiqué au Japon. Et du coup, bah, c'est des joueurs qui ont le mental pour essayer, mais bon, là, ça réussit. Ça me fait penser, du coup, pour le championnat polonais, qui ferait bien de s'intéresser encore à la Lettonie, parce que il y a un jeune du Vissel Kobe, U18, qui n'a pas été conservé, du coup, avec l'équipe, et qui est parti à RFS, donc un des clubs, un des meilleurs clubs du championnat letton, qui s'appelle Mikaze Nagasawa, et qui a fait un bon début de saison. Et ça ferait un peu penser au parcours de Yokota, même si, bon, lui, il a pas connu l'Allemagne et toutes ces galères, mais c'est aussi un joueur qui n'a pas été accepté par le club pro. Voilà. Donc Maël, tu sais, tu sais quoi communiquer à Gornik. Du coup, pour revenir un peu, donc Maël, je vais faire une aparté donc sur vraiment Gornik pur. Qu'est-ce que selon toi on peut attendre de cette saison de Gornik, de ton point de vue? De mon point de vue, honnêtement, ça peut pas être pire de ce qu'on a vu cette saison. Là, ils font de bons transferts, c'est dur à dire, mais ils font un mercato, on va dire, solide, où j'ai l'impression qu'il y a eu une idée. Ça recrute, là, je crois que c'est le cinquième, là, il y a quelques minutes, ils ont officialisé, mince, comment il s'appelle? Musiolik, du Rakov. Euh, Ça aurait pas été ça, mon ça- premier choix, hein. ouais, mais en fait, ouais, c'est compliqué. Ça peut pas être pire, ça c'est sûr. T'as Urban qui revient. Ah, je pense qu'il a quand même la main sur les transferts. Il sait ce qu'il souhaite. Il a gardé par exemple là Chachniak du Pogogne. Ouais, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, non. Enfin, tout dépend du montant. Le montant, il n'a pas été indiqué. Après, bon, t'as Papy Podolski qui joue toujours. Et qui a justement cette capacité à lui seul à changer le déroulé d'un match, comme il l'a fait face à Poids. Ça peut être que bien. Moi, j'ai juste un petit peu peur, c'est défensivement. Bon, on a six plaques du Krakow, qui pour moi a un bon transfert. Euh, Juste défensivement, on perd Bergstrom. Je sais pas s'il a trouvé un club d'ailleurs, il me semble pas, qui avait vraiment cette solidité à l'arrière. On a Janitski qui revient de blessure et c'est difficile pour le moment. On a pris Nascimento qui était au Radomiak, lui qui paraît sort d'une grosse blessure, donc à voir. Je pense on va pas jouer le titre, alors ça c'est sûr. Moi, ce que je souhaite, c'est juste qu'on soit devant le Piast Gliwice et notre ami Ruchojouf FR, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps sur Twitter. Et moi, je serais content si on fait juste ça. Ouais, on lui passe le coucou. Moi, je trouve le recrutement de Gornik un peu bizarre, on va dire. Je te rejoins sur certains points. Je suis Stiplak, en fait, je sais pas comment ils vont l'intégrer. Est-ce que c'est pour remplacer Okunuki? Parce que ça me paraît pas du tout les mêmes qualités. Mhm. Nascimento, ben, je sais pas s'il vient en remplaçant ou quoi que ce soit, parce qu'il y a déjà Pacheco et Rasak au milieu. Donc, je sais pas exactement ce qu'il va venir faire là. Après, j'ai vu qu'ils avaient pris un ailier droit de deuxième Bundesliga, je crois. Ouais, Enali. Ouais. Et ma foi, c'est évidemment, hein, ça demande toujours à être vu. Je me rappelle quand les Japonais sont arrivés à Celtic, tous mes potes fans de Celtic, ils étaient dubitatifs. Et au final, on a vu ce que ça a donné. Donc, rien ne sert de se prendre la tête avant. Mais je suis circonspect quoi, sur ce recrutement. J'espère pour Gornik.
qui vont pouvoir jouer les premières places. Ce que je leur souhaite surtout pas, c'est un club vienne chercher Yokota, quoi. Parce que là, ça serait vraiment problématique. Et puis voilà, je pense que, mais pour moi, en l'état, ils peuvent sans doute viser top 6 comme cette année. Mais je dirais, je leur souhaite d'être un peu plus constants que ce qu'ils ont fait cette année, parce que c'était vraiment laborieux, quoi. Ouais, tout à fait. Non, t'as raison. Après, justement, tu fais bien d'en parler parce que est-ce qu'ils prennent pas six plaques parce qu'ils sentent que Yokota, il peut partir? Euh, ça, on sait pas. T'as Vodacek, donc le jeune qui va partir. Donc apparemment, c'est fait à 90% en Autriche pour 2,5 millions plus des bonus, plus un pourcentage, enfin un truc lunaire pour ce joueur. Donc à voir avec cet argent, le mercato il est encore long, il y a encore des possibilités, voir qui va partir, parce que avec les finances du Goulounik, tu es obligé de vendre, et c'est pas les 2,5 millions qui vont faire que ça va aller mieux. Mais ouais, le gardien, je sais que là, il recherche un gardien. Est-ce que Bielitsa va partir? En fait, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est un club qui est pas stable. Donc, tout peut se passer, tout peut changer. Podolski, ça c'est sûr qu'il reste. T'as Yinja, le capitaine, qui a fait une saison plus que bonne. Je crois que c'est le deuxième meilleur passeur de la ligue. Le premier, c'est Podolski. Je crois qu'il fait partie des meilleurs joueurs qui font des passes clés, qui font des passes vers l'avant, qui font des centres. Je crois que c'est un des meilleurs centreurs également. Donc on a cette colonne, on va dire, je dis rien, Rasak, Podolski, qui peut justement faciliter un petit peu notre jeu. Tu as Urban qui est revenu avec une vraie idée. Donc ouais, on va voir. Après la perte d'Okonoki, ça fait mal quand même parce qu'il a porté quand même sur ses dernières minutes. Je crois que les 4-5 derniers matchs, il n'était pas titulaire, mais il sortait du banc et ça a ramené un petit peu plus de dynamique vers l'avant. Et les transferts actuellement, ouais, ils me font pas kiffer, mais ils m'ont jamais fait kiffer en fait. Donc ça veut jouer la stabilité, mais le club n'est pas stable. Et du coup, tu dis, va jouer les premiers rôles, waouh, ça a joué le milieu de tableau, hein. Ouais, moi, c'est vraiment le départ de Bergström qui m'inquiète, parce que pour moi, c'était le meilleur défenseur central. Et en plus, il avait mis un but capital. Je sais plus contre quelle équipe Gornik devait absolument gagner. Il a mis le 1-0 sur corner. Et puis évidemment, Okunuki qui est parti aussi. Mais ouais, je sais pas. Moi, c'est vraiment le. J'ai vu donc comme tu as dit, ils ont fait signer là le défenseur de Pologne. Et je pense pas que ça va être suffisant pour remplacer Backstrom. Mais comme tu as dit, encore une fois, le mercato est pas terminé. Pour l'instant, je suis circonspect, mais on verra. Parce que bon, après, c'est la Pologne, quoi. Tu vois, si tu te réfères sur la fin de saison, au final, il n'y a aucune raison qu'ils puissent pas faire top 8 ou top 6. Parce que les mecs, ils ont éclaté tout le monde à la fin de saison. Donc, Ouais, ouais, tu l'avais dit plus tôt, c'est une série de 8 matchs sans défaite, hein, les derniers matchs. Donc, en fait, sur la précédente saison, avec Goal, donc on fait donc, 28 points en 25 matchs. Urban y revient, on fait 20 points en 9 matchs. Donc, tu as vraiment t'as cette possibilité-là, tu vois, de vraiment marquer des points. Maintenant, est-ce qu'en attaque avec Kravchuk qui est solide, tu vois, c'est pas le plus beau numéro 9, c'est pas l'attaquant par excellence, mais qui est solide, qui va te mettre cette saison, il fait 4 buts, mais je pense qu'il peut en faire facile 7-8. Allez, soyons gentils. Donc ouais, moi, il me manque justement un vrai défenseur central. Stachniak, c'est absolument pour moi une erreur de casting. Et peut-être qu'il va me faire regretter ces mots dans cette saison. Mais ouais, il manque un défenseur, il manque un attaquant, et pour moi, il manque un ailier droit. Est-ce que Enali sera vraiment la bonne recrue? À voir. ouais. Sinon, vous allez encore vous retaper Olkowski à droite. Ouais, exactement. Ça, c'est le cimetière du fun, quoi. Défenseur latéral en ailier. Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, il me reste à vous remercier. C'était vraiment un plaisir de faire cet épisode avec vous. J'espère que les auditeurs ont appris autant de choses que moi parce que c'était enrichissant.
Je vous remercie tous les trois et je donne rendez-vous la semaine prochaine à tous les auditeurs. Salut! Salut. Salut. Salut, à bientôt. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył. Krykowiak!